Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hernani. La dernière fois, si vous l'avez vu, sinon vous verrez à la fin, il y aura forcément la vidéo d'avant. Nous avons vu la structure et l'intrigue de l'œuvre. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai pris un accent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir les circonstances, les sources et les inspirations de la pièce. En gros, comment Hugo en est arrivé là. Donc on va quand même faire un petit point tout début, un petit point temporel. Nous sommes à la seconde restauration, donc en 1929, après le Premier Empire, donc après Napoléon, quoi. Hugo est un légitimiste, donc c'est allié aux monarchistes. C'est après les Trois Glorieuses, il est proche de Après les Trois Glorieuses, il est proche de la monarchie de Juillet, et il est même nommé à la Chambre des Pairs. Et il est vraiment pour la liberté de la presse et un contrepartie de l'ordre. Mais il est décrit par ses ennemis comme un royaliste. Et il y a bien sûr l'affaire Marion Delorme, toujours en 1829. Parlons d'abord des circonstances d'écriture. Alors, la création à la Comédie Française est faite en février 1830, qui est une période de gros troubles politiques. Nous sommes, comme j'ai dit, sous la seconde restauration, depuis 1815, qui est la suite après le retour, les 100 jours du retour de Napoléon Ier de l'île d'Elbe. Et cette seconde restauration s'arrête en juillet 1830 par la Révolution de Juillet ou les Trois Glorieuses. À ce moment-là, on a au pouvoir Charles X depuis 1824, qui est le frère de Louis XVIII. Et en fait, il a régné après lui, après la mort de son frère. Et c'est une monarchie constitutionnelle, même si on le verra, ça tire plutôt vers la fin à la dictature. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la révolution de Juillet. À ce moment-là, il y avait deux camps qui s'affrontent, en gros. Les ultra-royalistes et les libéraux. Les ultra-royalistes, il y a bien sûr dedans Charles X. Voilà. C'était avant d'arriver au pouvoir. Après, il s'est durci. Il y a les libéraux, qu'on peut appeler aussi indépendants, qui veulent une monarchie modérée, en fait, dans lequel, en fait, il y a des bonapartistes et des républicains. Ces mots, tous ces noms spéciaux, je vous perds peut-être un peu. Hugo, lui, il est royaliste. Autant, en fait, par ses convictions que plutôt que aussi pour la fidélité qu'il a pour sa mère, qui est elle-même est royaliste, en fait. Même si, quand il renoue avec son père, je sais plus c'est quand, il a renoué avec son père, du coup il a un peu renoué avec les idéaux bonapartistes que son père a, en fait. En gros, Hugo, lui, s'il veut, c'est une monarchie modérée, tempérée, éclairée, capable vraiment d'accompagner le peuple vers sa maturité politique. Mais ce n'est quand même pas un farouche opposant au régime de Charles X.
Mais venons en 1829 à l'affaire Marion Delorme. Marion Delorme est un drame en 5 actes et en vers qui en gros raconte l'histoire d'amour entre Marion et Didier. Mais Didier va finir par se faire condamner à mort et mourir du coup par le cardinal. Cette œuvre qu'il a écrit, c'est un drame romantique aussi, a été censurée parce que à cette époque-là, la censure est encore en vigueur. Elle ne disparaît pas vraiment encore, je crois, en 1830. En gros, le texte est refusé et même interdit pendant 2 ans à toute publication ou d'être monté en spectacle. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que depuis à peu près cette année-là, 1829, peut-être un peu avant, Charles X a, on va dire, serré les vis. Il est passé du côté obscur du pouvoir, on va dire. Et du coup, eh bien, il est contesté. Et son pouvoir est un peu mis en péril. Du coup, la censure redouble. Elle est de plus en plus virulente. Et c'est pour ça qu'on voit en fait le romantisme. On voit dans le romantisme. Elle voit dans le romantisme en fait une forme de désordre politique et social. Même si le romantisme, ce n'est pas ça, mais les censeurs, ils étaient pas... Voilà. Et comme dans Marion Delorme, le roi, c'est Louis XIII. Et Louis XIII, en réalité, dans ce drame, est un peu la marionnette, on va dire, de Richelieu, son cardinal et premier ministre, qui a, lui, tous les pouvoirs et et Louis XIII, en fait, c'est juste une figure. Et les censeurs ont amalgamé, en réalité, la figure de Louis XIII et de Charles X. Je sais pas vraiment si c'est exactement ça. Du coup, comme le roi était une marionnette, ils ont interdit l'œuvre. Et parce que ils voulaient pas que les gens voient Charles X comme une marionnette. Hugo va alors demander une audience au roi pour faire lever la censure, mais la décision se voit être irrévocable. Il va insister, on va lui proposer même une position au Conseil d'État, des places dans l'administration et même plus de pensions royales. Mais Hugo, tout ce qu'il veut, lui, et il le dit, j'ai demandé à ce que ma pièce fût jouée, et je ne demande rien d'autre. Donc, il va tout refuser. Et c'est pour ça, en quelque sorte, qu'il va rédiger, entre août et septembre 1829, Hernani. Surtout que cette affaire, elle a été publiée dans la presse, donc tout le monde la connaît. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il va placer, pour éloigner
tous ces soupçons, la pièce en Espagne, ne faites pas attention au carré jaune orangé en bas, c'est rien. Faites abstraction. Prenez juste que c'est la carte de l'Espagne. Donc il va placer son drame en Espagne. Et au début du XVIe siècle, donc bien avant que les Bourbons arrivent au pouvoir. Donc c'est vraiment pour tout écarter. C'est aussi ce qu'a fait... ce qu'on fait beaucoup, l'Espagne, visiblement... c'est pratique pour éviter la censure. Mais il faut aussi savoir que Hugo, lorsqu'il était petit, et je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, a rejoint son père lors de la conquête par Napoléon Ier de l'Espagne à Madrid. Enfin, de l'occupation plutôt. Par l'Empire. Et il a été vraiment impressionné avec son frère de ce patrimoine espagnol humilié. Mais aussi, surtout par l'arrogance des aristocrates, dont certains faisaient partie du collège des nobles. Mais aussi par le courage des partisans. Et un peu quand même par la grandeur de l'empereur que c'est son père, qui... comment dire, on va retrouver en fait en Don Carlos au 4e acte. Pause. Et du fait, en fait, qu'il ait ses souvenirs de l'Espagne, donne vraiment en fait la couleur locale que certains n'ont pas lorsqu'ils écrivent des trucs, des pièces, même des romans en Espagne. Cette couleur locale qu'a su donner Hugo. Et pour encore plus de couleur locale, il va consulter le romancero général. Le romancero général, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de courts poèmes du Moyen-Âge, romances, tirés de la chanson de geste en langue castillane, donc en espagnol, la langue qui découle de ce qu'on appelle l'espagnol aujourd'hui, en fait, même si en Espagne il y a une langue par région pratiquement, mais la langue castillane, en fait, c'est la plus connue et c'est celle qui est parlée aussi en Amérique du Sud. Mais bref, c'est tiré de ça et ces romancés sont des thèmes assez réalistes. C'est des récits d'exploits guerriers, de poèmes amoureux, historiques, légendaires. En gros, c'est une chanson de jazz, quoi. Et ces romanceros ont inspiré les auteurs du siècle d'or, notamment Félix du Cid, qui a bien évidemment inspiré Corneille pour le Cid. Mais si vous voulez un exemple plus pertinent pour le siècle d'or, pensez à Calderon et à Don Quichotte. Même s'il y en a d'autres, hein, mais
c'est l'exemple le plus connu pour le siècle d'or. Et aussi, on rappelle, hein, il voulait au départ faire d'Hernani le premier des cycles d'une trilogie, enfin le premier d'une trilogie de pièces consacrées à Charles Quint. Et il a consulté de vieilles chroniques espagnoles pour ça. Donc il cite un passage « Don Carlos que l'Europe a admiré sous le nom de Charles Quint ». Voilà. C'est vraiment pour plus de détails, même si... Voilà. Mais surtout, dans sa préface, il dit qu'il convoque tout Corneille et tout Molière. Pour Corneille, on peut retrouver 3 pièces. Pour Molière, 2 pièces. Passons d'abord par Corneille. Corneille, il y a 3 pièces, le Cid, Don Sanche et Nicomède, qu'on retrouve dans les inspirations de Hernani. Elle propose toutes 3 une forme mixte. Pour le Cid, c'est marqué là en haut, c'est une tragicomédie, donc un mélange entre tragédie et comédie. Pour Don Sanche, on le voit, c'est une comédie héroïque. Et même si Nicomède est dit comme tragédie, en réalité, elle se finit bien pour Nicomède. Je n'en dirai pas plus. Donc, ça amène en fait un peu le truc sur la forme mixte qu'on peut retrouver en fait dans Hernani. Ensuite, le Cid en fait c'est toute cette histoire d'honneur castillan, toute cette histoire d'honneur. Le Cid n'est qu'une histoire d'honneur. Pour Don Sanche en fait c'est le modèle d'un fils de roi devenu roturier qui finit quand même par retrouver ses titres, même si Hernani n'est pas un fils de roi, hein, mais la Castille c'est très grand, donc ça pourrait être un royaume à lui tout seul. Il est duc, mais en fait c'est quelqu'un de très haut placé qui a perdu son rang, qui est devenu roturier et qui finit quand même par le retrouver. Voilà. Et Nicomède, c'est vraiment toute cette histoire de... Ici, c'est des frères ennemis qui sont amoureux de la même femme. Mais surtout, en fait, c'est au niveau de la résolution. Ça se finit en fait par la clémence de Nicomède et la réconciliation des 2 frères. Et c'est vraiment pratiquement tout l'acte 4. La réconciliation entre Hernani et Don Carlos. Et Don Carlos qui donne quand même à Hernani donné seul. Ensuite, parlons de Molière. Pour Molière, il y a 2 pièces. L'école des femmes et Don Juan qui est ici avec le festin de Pierre qui est maintenant le sous-titre, même si à l'époque on le trouvait plus sous le nom le festin de Pierre. Alors, pour l'école des femmes, en fait l'inspiration c'est ce trio amoureux. Le vieux amoureux de la jeune dont il est en charge, mais cette jeune-là est amoureuse d'un autre. En gros, si vous connaissez un peu, Don Ruy Gomez, c'est Arnolphe,
qui représente la vieillesse, le vieux suspicieux aussi, et ce rapport d'autorité qu'il a sur Donia Sol. Et Donia Sol, c'est Agnès. Même si dans Molière, c'est vraiment le triomphe de l'amour éclatant, il y a quand même cette idée chez Hugo, mais un peu moins. Il y a aussi la figure du baron. On va dire, dans Don Carlos. Pour Don Juan, c'est vraiment l'idée de séduction, le... Don Carlos, quoi. Parce que, même si, après, Don Juan jette les femmes comme de misérables immondices, on va dire, il est sincère, en fait, dans sa démarche de séduction. Mais il l'est pas après. Et c'est ça, en fait, qu'on a avec Don Carlos. Mais surtout, en fait, c'est, pour Don Juan, c'est la figure du commandeur. La figure du commandeur se retrouve dans Don Ruy Gomez. C'est vraiment la vieillesse. C'est Don Ruy Gomez qui apporte la mort au héros, comme le commandeur apporte la mort à Don Juan. Et il y a aussi cette idée que le commandeur invite Don Juan à dîner, ce qui lui donne en fait un sursis avant sa mort, et Hernani donne son corps pour vivre plus longtemps. Il y a en la figure du commandeur, et qui se retrouve dans Don Ruy Gomez, cette figure mortifère. Et aussi toute l'idée de pacte. Et cette idée de pacte me sert de transition avec le mythe de Faust. Si vous le connaissez pas, en fait, c'est Faust, le plus souvent qui est un docteur, qui fait un pacte avec le démon qui s'appelle Méphistophélès, dont certains abrègent tout simplement Méphisto, qui demande soit l'omnipotence, soit l'omniscience. Ça dépend des versions, parce que comme c'est un mythe, c'est devenu un mythe littéraire, il y a beaucoup de versions. C'est pour ça qu'on appelle ça mythe littéraire. Et en gros, c'est vraiment toute cette notion de pacte. Donc, pour en revenir un peu, on va englober Don Juan et Faust. La statue du commandeur et Méphistophélès, en fait, se rapprochent, en fait, dans cette idée de pacte. Même si eux sont vraiment surnaturels, donc ce sont des personnages irréels, ils représentent l'ordre. Et aussi pour Méphisto, c'est tenté fausse, mais vraiment cette figure mortifère qu'on a dès l'acte 3, on le sait, sur Hernani, et qu'on peut retrouver en fait. Mais aussi on a un peu cette idée de surnaturel dans l'acte 5 avec le domino de Don Ruy Gomez, qui est un peu cette figure spectrale, ce spectre au-dessus d'Hernani, qui reste même avant, qui donne un côté inquiétant et un peu surnaturel. Pour faire court. Je vais pas me pencher là-dessus. En gros, merci d'avoir regardé. Normalement, là, tout de suite, ou un tout petit peu après, bon, je pense que ça doit déjà être, il y a le lien pour la vidéo précédente, donc sur la structure et l'intrigue. Sinon, sûrement dans les fiches, il y a la playlist. Vous retrouverez sans doute la playlist de la princesse de Montpensier. Mais sinon, allez directement sur ma page. N'hésitez pas au pouce bleu, ça aide au référencement. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Mais si vous avez aimé, quand même, merci pour le pouce bleu.
Mais merci aussi d'avoir regardé, c'est pas mal, en entier, sans couper les trucs. Et bien sûr, si vous voulez suivre la sortie des vidéos, qui est un peu mouvante, on va dire. Elle est irrégulière, même si j'essaie de la régulariser. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça vous pouvez... et activer la cloche. Comme ça, vous êtes prévenus pour savoir quand les vidéos sortent. Je vais quand même essayer d'accélérer le pas, parce que j'ai pas mal de trucs à faire avant la fin de l'année. Je vous dis au revoir, encore merci d'avoir regardé, et j'espère à une prochaine fois, soit sur un anime, soit sur autre chose, comme la princesse, ou sur des jeux, si vous voulez. Au revoir.